Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et je commence très rapidement par les achats récents parce que j'ai récemment acheté des choses et donc c'est les achats récents. Voilà, et je commence par ce livre acheté à Paris le week-end dernier sur lequel je suis tombé totalement par hasard, qui regroupe en fait des conversations avec Charles Manson. Donc voilà, donc c'est pas forcément de la lecture ultra détente, hein, on sera d'accord. C'est un pavé, un énorme pavé, mais un livre dont j'avais entendu parler pas mal de fois. J'ignorais qu'il avait été traduit en français en fait, qui apparemment est extrêmement important, donc je voulais le lire. Donc je suis absolument ravi de l'avoir obtenu. Et j'ai également trouvé ceci qui m'a comblé de joie. Il s'agit de l'édition poche des mémoires de Lassner. Alors ceux qui me connaissent depuis un petit moment savent à quel point ce livre est important pour moi. Enfin, c'est même un des ouvrages les plus importants dans ma vie. J'ignorais qu'il était sorti il y a 1 an ou 2 en édition poche et c'est la toute première fois que ça se produit. Et voilà, et donc moi je suis absolument hystérique puisque bon, donc il y a une nouvelle préface. J'ai pas encore lu la préface. Le livre, je le connais assez bien pour l'avoir relu plein de fois, mais je trouve ça trop génial, donc voilà, donc il est un petit peu cher pour un poche, hein, c'est presque 10 €, mais c'est chez Chrono, c'est pas une énorme, je pense pas que c'est un gros tirage, et le livre est très beau, enfin c'est de très bonne qualité, tout ça, je pense que ça vaut largement le coup. Moi qui ne l'avais qu'en très gros format super lourd, ou parce que moi c'est le genre de bouquin en fait que j'adorerais trimballer avec moi partout, parce que dès que j'ai un peu de temps je m'y replonge, enfin voilà, c'est pour moi c'est vraiment un truc référence quoi. Et c'était pas faisable avec les énormes pavés, les vieilles éditions, etc. Devenu introuvable de toute façon, puisque ça fait des années, de longues années que c'était plus réédité, et donc en plus vendu à des prix scandaleux en occasion. Donc là c'est vraiment une super bonne nouvelle. Et pour en revenir à Manson, puisque quelqu'un me demandait l'autre jour quel livre je pourrais recommander sur l'affaire Manson, on pourrait dire aussi l'affaire Sharon Tate, eh bien sans grande surprise pour ceux qui connaissent déjà cet ouvrage, je recommanderais le travail de Vincent Bugliosi. Voilà, vous le trouvez, je crois même que c'est en poche, c'est même sûr. Bon, moi j'ai cette édition là, et là une fois que vous avez lu ça, vous en savez pas mal. Et voilà pour les achats récents. Je vais passer au film vu récemment. Je vais aller assez vite parce que j'en ai vu pas mal des trucs. Là par contre, bon, bref, pas que du plaisir. Je vais commencer par Saw 10, dont j'attendais pas grand chose, et au final j'ai obtenu pas mal, hein, l'effarement, l'incrédulité, la désolation, voilà. C'était nul, c'était vraiment nul. Alors après je me souviens plus à quoi ressemblait le 8, le 9, tout ça. Donc j'ai peut-être oublié qu'il y a un moment où on nous a présenté un basculement dans la caractérisation du personnage. J'avais pas capté qu'il était devenu gentil en fait, qu'il était une espèce de héros qui punissait les vilains. Enfin voilà, qui est gentil avec les enfants. Ah putain, qu'est-ce que c'était nul. Et puis bon, après aussi le côté les pièges, les machins, ça devient vraiment gaguesque, quand on dirait un dessin animé, je ne sais pas. Le voir gentil en fait, limite on a l'impression qu'on veut qu'on ait pitié de lui. Pour moi, Saw, c'était pas ça. Enfin, donc là, bon du coup, forcément, au mieux, on va dire que c'est divertissant, bébête, quoi. Mais le côté traumatisant sur l'âme humaine, etc. Enfin, qu'il y avait dans les premiers films, quoi. Voilà, plus du tout, quoi. Mais plus du tout. Ah oui, puis alors le côté, spoiler un tout petit peu, mais bon, enfin, vous savez tous qu'il est malade, le mec. Donc, et là, en fait, vraiment, il se fait avoir. Il y a tout un truc et donc en plus d'être gentil, en fait il est neuneux, parce que sincèrement les trucs auxquels il croit au début du film, c'est pas très bien écrit, je veux dire, vraiment à chier. Par contre gros succès, j'ai vu, hein, je crois que le film il a coûté 13 millions je crois, ou un peu plus, on a rapporté 105 actuellement, un truc comme ça, donc écoute, je n'exclus pas, je veux pas faire non plus trop mon pessimiste, si ça se trouve ça va redevenir très bien à Saw 14 ou Saw 15, enfin on verra, hein. Vu également The Creator, et alors là vraiment j'ai sous-estimé le problème en fait. J'avais compris que le scénar c'était pas génial, que la réal était top, que c'était beau. Moi j'avais adoré Rogue One, hein, je me précise, je fais partie de ces gens-là. Je m'étais dit je veux pas trop en attendre d'un point de vue narratif quoi. Mais là c'est presque insultant en fait. C'est l'histoire et c'est nul, et c'est pompé sur 1 milliard de trucs. Alors ça, c'est le jeu en fait, faut regarder le film et voir
À quel autre film telle scène est pompée, enfin voilà. Alors il y a un moment, t'as quand même l'impression vraiment de voir quand t'as le mec qui cache le gamin et tout, et c'est, on dirait Mando et Grogu. Vraiment. Où est l'enfant? Mais quel enfant, bon. Oh merde, c'est nul. Et là par contre, c'est exactement ce que je dénonçais l'autre jour, enfin je disais que moi je supporte plus quoi. C'est tire l'armichette à 2 balles, mais mon dieu ce que c'est pas subtil. T'as la musique omniprésente, insupportable, ultra prétentieuse, et dans les scènes qui doivent t'émouvoir, là, les violons, allez, et tout, bon, j'avais envie de choper le mec à composer ça, du foutre 2 claques, voilà, donc énorme déception, parce que je m'étais dit, ouais, mais si c'est très très beau, en fait, c'est comme, ce qui me différencie de Merege, qui, je sais pas ce qu'il avait dit de Creator, je me souviens plus, où un scénario très faible peut être totalement compensé par une réal au top, quoi, alors qu'à l'inverse, pour lui un très bon scénario, si la réal est pas au top, enfin oui, médiocre et tout, ça passe pas. Moi ça a toujours été l'inverse, on peut m'accrocher avec une histoire de ouf, si le réalisateur c'est super scolaire, plat, ou j'en sais rien, ou voilà, pas très beau, enfin je ne sais pas, ça va passer, normalement ça va passer, alors qu'à l'inverse je vais m'endormir quoi. Et là vraiment le Creator, j'en pouvais plus quoi, c'est vraiment, je sais plus combien de temps ça dure, hein, 2 heures je crois, ressenti 2 jours, hein. Enfin c'est pas possible. J'ai vu également Dear David, j'en ai aucun souvenir, donc je vais même pas en parler. Assis, c'est inspiré d'une histoire vraie en plus je crois, sur harcèlement par internet, c'est très pas bon. Ah oui, les visions, il y a aucun mec qui a des visions, c'est nul. C'est nul, et en plus c'est sur un ton assez léger, donc voilà, ne perdez pas votre temps avec ce truc. Ensuite j'ai vu Les Chambres Rouges, que j'ai pas aimé non plus. Ah bah ça rattrape pour le journal de vlog précédent, hein, où j'avais tout kiffé. Une nana qui va devenir obsédée par un tueur en série dont le procès a lieu actuellement, et où elle va se rendre tous les jours. On la suit parallèlement, elle va se nouer d'amitié avec une autre jeune fille très dérangée, qui pense que ce mec est innocent, et c'est pas intéressant. On s'ennuie très vite, et vers la fin, vers la dernière demi-heure, le film fait un virage, mais alors surprenant. Ça devient un délire scénaristique, graphique, tout, et c'est pas bien. Enfin moi franchement j'ai pas du tout adhéré, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il nous fait quoi. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup aimé, donc je me permets juste de dire voilà, mon avis à moi, mais moi j'ai pas du tout kiffé, les meufs sont pas du tout attachantes, enfin je ne sais pas, il y a un truc qui m'a pas touché là-dedans. Ensuite j'ai vu 2 mini-séries sur Netflix que j'ai adoré là par contre. D'abord Jusqu'à ce que le meurtre nous sépare, une mini-série incroyable sur un double assassinat commis aux États-Unis par une fille et son petit ami de l'époque. On suit cette histoire, ça dure, je crois que c'est il y a 4 ou 5 épisodes, et c'est incroyable, j'ai rarement vu ça. En fait ça te retourne le cerveau à chaque épisode. À chaque fois je me disais, ah ouais je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, et on suit l'enquête, hein, et à l'épisode suivant tu retournes les neurones, et tu dis ah non merde, ok j'avais tout faux, c'est plutôt comme ça. Et à la fois d'après, on découvre des nouveaux éléments. C'est dingue. On en fera un film, on dirait alors c'est exagéré, on voit que c'est un film. Et ben ouais, mais là c'est pas un film, c'est la vraie vie. Et alors on a beaucoup de témoignages, d'images d'archives des deux, donc de la fille et de son petit ami. Extraordinaire. Enfin, si vous êtes un peu enclin au true crime, des trucs comme ça c'est vraiment masterclass quoi. Jusqu'à ce que le meurtre nous sépare. J'ai également beaucoup aimé, dans un style très différent, l'affaire Bettencourt, dont je connaissais pas grand chose, et j'ai trouvé que c'était très bien expliqué, très bien rythmé, super malaisant, et vraiment un très bon docu également. J'ai également regardé, là vous allez vous dire mais Alex qu'est-ce qui te prend, The Wrath of Becky, c'est donc la suite du film Becky. Et pourquoi je me suis infligé, hein, bah oui, mais je ne sais pas. Si en fait je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait j'étais tellement surpris qu'il y ait une suite à ce torchon quoi, que je l'ai lancé, je voulais me détendre, je me suis dit ouais ça va être détendant. Et ben le problème c'est que passer un certain seuil de nullité, ça ne te détend plus, tu t'énerves tout seul en fait. Oh putain. Comme le premier visiblement a suffisamment marché pour financer une suite, il n'y avait aucune raison qu'il change de cap. Donc là c'est comme le premier mais en pire, c'est encore plus nul, et donc c'est les suites des aventures de Punky Brewster qui défoncent des mecs comme Schwarzenegger, enfin je ne le recommande pas évidemment, si jamais vous le voyez passer,
ne lui faites pas signe, laissez-le passer, quoi. Et pour ce qui me concerne, je passe aux questions. Que penses-tu du nouveau Duran Duran Danse Macabre? En fan absolu du groupe, j'avoue avoir été un peu déçu, notamment par la partie reprise, quelque peu inutile. Écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, au début, j'ai bien aimé, enfin non, au tout début, j'étais déçu. Ensuite, je l'ai réécouté, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal, bon. Et puis après, j'ai plus jamais réécouté. Donc, c'est comme quand tu dis cet album est excellent et que tu réalises que tu l'as écouté 2 fois en 2 mois, quoi. Donc bah non, c'est qu'il est pas excellent pour toi. Donc ouais, je suis super déçu parce qu'en plus ils avaient annoncé un truc vraiment avec un concept dans la tonalité, enfin dans l'intention, un côté danse macabre, quoi. Donc très new wave, gothique, tout ça, et c'est pas du tout ce qu'on a. Ça fait un peu remplissage. Après ils se font plaisir. Je peux pas m'empêcher d'être quand même content. À défaut d'être content pour moi, parce que c'est vrai que j'avoue que je l'écouterai pas vraiment. Content pour eux, parce que c'est un groupe qui est très actif et qui se repose pas sur ses lauriers, qui va de l'avant et qui s'amuse et tout. Donc je trouve ça très cool. Mais ouais, non, à titre personnel, c'est pas du tout digne de ce que j'espérais. Enfin voilà. Je sais que tu adores les films d'horreur et je voudrais savoir si tu aurais des found footage pas trop connus à nous conseiller. Alors oui, j'en ai sélectionné, je voulais en sélectionner 3-4 et je me suis un peu laissé aller et donc j'en ai beaucoup plus. Alors, je précise que ce ne sont pas d'après moi les meilleurs fan footage qui existent, ce sont mes préférés tout simplement. Donc c'est ce que je vous recommanderais si vous étiez en face de moi. Alors j'ai évité les trucs trop connus, mais de toute façon c'est pas mes préférés. Voilà. D'autant que fan footage c'est vraiment, il y en a tellement, mais tellement et tellement de merde, faut être honnête. Donc je commence avec Lake Mungo. Lake Mungo, pour moi, c'est un des meilleurs films found footage ever. Terrifiant. Je vais essayer de pas trop vous en parler pour vous laisser le max de surprise. Donc c'est juste des recos, quoi. Parce que sinon, voilà. Moi, il y en a, franchement, je les avais lancés presque en sachant rien. Et les baffes que je me suis pris. Donc là, celui-là, très 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 bon. Totalement mésestimé, parce qu'il a eu des critiques très bonnes, mais il n'est pas très connu, enfin peu de gens en parlent, voilà, c'est bien dommage. J'ignore s'il existe, ça sera peut-être le cas aussi pour d'autres par la suite, j'ignore s'il existe une édition DVD ou Blu-ray française. Moi à l'époque non, donc c'est pour ça qu'il y en a pas mal que j'ai que en anglais. Peut-être que vous trouverez d'autres versions. Willow Creek, alors là ça celui-là il m'a marqué, mais alors tellement. Donc là on est dans le fan footage survival total, le couple qui part en rando et où voilà ça va mal se mettre. Là on est dans le creature feature, donc voilà une bestiole, mais qu'est-ce donc. Alors là je vois quand même qu'il a eu quand même de très bonnes critiques par certains médias. Mais pareil, c'est pas des trucs super encensés et tout, et c'est pour moi c'est pas normal du tout, quoi. Willow Creek, une trouille de ouf, j'en bafouille. Avec une scène notamment terrible, alors devenue culte chez ceux qui ont aimé ce film, c'est une scène de nuit dans une tente. Cette scène-là, c'est dur à gérer, franchement. Énorme coup de cœur, Willow Creek. Ensuite, autre gros coup de cœur, The Tunnel. Alors je vous montre bien l'affiche par contre, à défaut de vous spoiler toutes les histoires, parce que The Tunnel par exemple, il y a 2 films ou 3 même, je sais plus, qui s'appellent The Tunnel, quoi. Donc checkez bien qu'il s'agit de celui-ci et pas d'un autre. Donc petit film à petit budget, qui a eu quand même de très bons retours, mais a mérité pour moi de devenir beaucoup plus connu et qui m'a filé une trouille pas possible. Là c'est des films, enfin celui-là surtout c'est vraiment film méchant, quoi. C'est le film qui n'aime pas son spectateur, voilà. Il veut vraiment te mettre mal, celui-là. Tout le film est sous terre, quoi. Enfin, c'est atroce, mais génial, très très grosse réussite. Autre gros coup de cœur en fan footage, Creep, à ne pas confondre avec le film Creep dans le métro, là, je sais plus quoi là, mais je crois qu'il date d'une autre année, enfin bon bref. Non, ça c'est donc l'histoire en fait d'un vidéaste qui va être invité moyennant rétribution chez un mec en fait pour le filmer durant un week-end, je crois, ou je sais pas quoi, dans un but bien précis. Et une fois arrivé dans sa maison un peu isolée en forêt, etc., il va se dire que le mec est quand même bien bizarre et bien malaisant et tout, mais en même temps il a l'air gentil, mais un peu foufou. Enfin, ça va devenir de plus en plus malsain. C'est extrêmement bon. C'est joué. Celui-là, il est pareil. Il a eu pas mal de très bonnes critiques. Vous le voyez là-dessus. Les acteurs sont dingues. Mais c'est vraiment vraiment génial. Enfin, surtout il y a très peu d'acteurs. Ensuite, je vais passer à un volet de la saga Paranormal Activity. Figurez-vous, qui est le volet japonais. Donc voilà, ça s'appelle Paranormal Activity Tokyo Night. De mon point de vue, c'est le plus flippant de tous. Moi, je les ai tous vus. C'est une saga que j'aime beaucoup, mais où je suis très indulgent et j'avoue que passer le 1,
Enfin, il y en a 2 que j'ai bien appréciés, mais et ça m'a terrifié, mais terrifié. Il y a des scènes horribles, enfin par rapport à mes peurs, hein, mais celui-là est très très bon. Hein. Donc, et alors bizarrement en plus autour de moi, il y a plein de gens qui ont vu des Paranormal Activity, sauf celui-ci. Ils me disent Tokyo Night, non, je vois pas du tout ce que c'est. Un truc avec tout le casting est asiatique et tout. Hein. C'est comme un film d'horreur asiatique. Et une fois qu'ils l'ont vu, ils comprennent pourquoi j'en parle. Donc très bon celui-là. Ensuite, alors là par contre, c'est une édition française, donc une bonne nouvelle. Existe. Alors ne vous fiez pas au truc racoleur bidon Blair Witch machin. C'est très bon. Là on est à nouveau sur un creature feature avec une bande de personnes qui se retrouvent dans une cabane en forêt, etc. Et voilà. Et ça va chier. Très 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 réussi pour un petit, c'est des petits films tout ça. Celui-là très bon, je vous le recommande totalement. Ensuite, alors là celui-là, il a des moyennes mais ignobles. Mais genre ignoble, IMDb, Rotten, tout ça, je ne comprends pas. Ça m'arrive de temps en temps, mais alors là vraiment j'ai pas compris. Welcome to the Jungle, édition française également, quelle bonne nouvelle. Alors là c'est atroce. Celui-là, vraiment horrible. Il faut avoir le cœur vraiment bien accroché. Survival avec terreur dans la jungle, truc cannibale, mais vraiment une tension totalement maîtrisée pour moi. Quelques scènes un peu dures, hein, je précise quand même, c'est un film sans pitié quoi. Sans doute le film le plus terrifiant de cette décennie. Donc voilà, donc celui-là, si vous le croisez, franchement, donnez-lui sa chance. Parce que très bien filmé, bien joué, je trouve aussi. Et alors les scènes de terreur arrivent, c'est ultra réaliste en fait, c'est ça que j'adorais aussi. Alors le dernier, j'en ai un souvenir un tout petit peu plus flou, mais je voudrais quand même le recommander. Parce que pareil, je crois que ça n'a pas une très bonne répute, alors que pour moi c'est très bon. Il s'agit de Évidence. Alors Évidence, c'est un petit peu comme pour The Tunnel. Faites attention parce que c'est pas le seul film à s'appeler comme ça quoi. Donc voilà, moi je parle vraiment de celui-ci et pas d'autres films qui s'appellent Évidence également. Ça de mémoire j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Alors il y a d'autres formes de footage que j'ai vu et que j'ai aimé, etc. Là c'est pour faire une sélection. Et je sais plus qui. M'a engueulé gentiment en me disant qu'il avait quand même tenté Hell House LLC là, le film où j'avais été déçu, etc. Et il m'a dit il avait trouvé ça irregardable. Voilà, pour moi, hein, ceux-là c'est très au-dessus de films de ce genre. Hein. Pour moi c'est les fan footage qui m'ont vraiment fait flipper ou que j'ai vraiment adoré. Hell House LLC, même le premier, je trouvais ça bien, mais c'est moins bien. Enfin pour moi ça m'a moins plu quoi. Donc voilà. Tu as une machine à voyager dans le temps, où et quand décides-tu de partir? J'irai en Californie en 87, un truc comme ça, je pense, ouais. Mais donc je redeviens pas ado, hein, je reste moi-même, c'est la machine à voyager dans le temps, hein, donc ça m'intéresserait pas trop. Mais là aujourd'hui, machin, ouais, je m'éclaterais, ce serait génial. La personne avec qui tu souhaiterais t'entretenir pendant 1 heure? Tu veux dire personnalité, j'imagine, parce que sinon, si je dis genre de Roger, mon voisin là-bas, ça va pas être très intéressant. Une personnalité, Bret Easton Ellis, évidemment. Qui d'autre? Vraiment. En plus, c'est sincère, parce que m'entretenir pendant une plombe. Mais ouais, Bret Easton Ellis, j'adorerais. Enfin, l'événement médiatique que tu déciderais de changer, donc un événement médiatique passé. Oh, putain, sérieux, je crois que j'irais sauver Michael, sincèrement. Non mais vraiment, en plus, c'est la vérité. Je choperais le docteur Murray, attends donc, hein, je retournerai dans le passé, et j'annulerais cet événement médiatique qu'a été le décès de Michael, en essayant de le sauver moi-même. Je ne sais pas, ce serait compliqué, hein, évidemment. Je me dis que ça aurait été possible s'il n'avait pas croisé le chemin du docteur Murray, ou si quelqu'un s'en était occupé, je ne sais pas. Bref. Ton film préféré avec un voyage dans le temps? Si c'est Retour vers le futur, je veux bien une mention honorable. Non, je vais essayer de trouver un truc un peu différent quand même. Mon film de voyage dans le temps préféré, et c'est vrai en plus, c'est l'adaptation de H.G. Wells, de Time Machine, tout simplement. Donc le premier film, bien sûr, c'est un remake ignoble, une autre adaptation. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, il est tellement beau ce film, il m'envoûte. Donc ça c'est sans doute celui-là mon préféré. Et je pense, alors c'est pas du tout dans mes préférés, mais j'aimerais bien en parler quand même parce que personne n'en parle. Je suis allé chercher, parce que c'est à la fois, il y a un livre et un film. Le livre, c'est un chef-d'œuvre de Richard Matheson. Donc voilà, Richard Matheson, génie de l'écriture de science-fiction.
et de polar, parce que on n'en parle jamais, mais il a écrit plusieurs très bons polars noirs, mais ultra violents, que j'ai tous, et qui sont géniaux. Celui-là, c'est Le jeune homme, la mort et le temps. Voilà, je vous montre là. Qui est un récit de voyage dans le temps sur fond de coups de foudre, enfin mais c'est magnifique, c'est génial. Et il y a eu un film avec Christopher Reeve et Jane Seymour qui sont appelés Quelque part dans le temps, que vous trouvez en DVD sans problème, et qui est pas, alors il est un peu plus, j'allais dire pas gnangnan, c'est pas gnangnan, c'est vraiment très bien, vraiment c'est un très bon film, mais c'est un peu plus léger, voilà, peut-être que le roman, mais Christopher Reeve est génial, vraiment, hein, il est vraiment génial. C'est très bon, c'est très très bon. Donc voilà, un truc de voyage dans le temps, et la fin est très belle. Enfin voilà, très 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 bon film aussi. Un genre infiniment moins connu, parce qu'après les films de voyage dans le temps, il y en a plein que j'adore, évidemment. Team Blake et Mortimer ou Team Alix, deux genres différents de bande dessinée, mais deux dessinateurs qui m'ont fait rêver, surtout le deuxième pour ma part. J'avais lu un ou deux Blake et Mortimer quand j'étais enfant, je les avais piqués dans la bibliothèque de mon père, dans des moments où je me faisais chier, quoi. Et j'avais beaucoup aimé, mais j'en ai jamais lu par la suite. Donc voilà, mais c'est vrai que c'était bien, je me souviens que j'avais vraiment bien kiffé. Alix, jamais lu. Donc ça je sais pas du tout. Bah, du coup je dirais quand même Team Blake et Mortimer. As-tu lu le roman Audrey Rose? Non, j'ai failli plusieurs fois et puis j'ai tellement de trucs à lire. Voilà, toute ma vie j'ai au moins 3-4 bouquins que j'ai faut que je lise ça. Bref, je n'ai jamais lu Audrey Rose, dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans la vidéo sur l'Exorciste, parce que j'aime beaucoup l'adaptation, le film. Qu'as-tu pensé de la série V des années 80? J'adorais la série V, je trouve ça génial. Ainsi que la série H versus Evil Dead. Ça par contre j'ai pas regardé parce que comme je l'ai déjà dit, j'aime pas du tout Evil Dead. Donc je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que voilà, c'est drôle, enfin pour moi c'est drôle, c'est comique, quoi, c'est un ton délirant et tout. Et donc ça m'a jamais fait peur, ça c'est sûr, mais ça m'a jamais fait rire non plus, quoi. Axel Bauer dans le rock français, est-ce que ça te parle? Non, parce que je suis pas rock français, comme je vous ai dit. N'insistez pas les amis. Par contre Axel Bauer en tant que individu, j'aime beaucoup. C'est un mec que je trouve vrai. Ils sont rares dans le showbiz, même en France, quoi. Donc voilà, mais j'aimais bien Cargo de nuit, mais j'ai jamais eu, enfin jamais acheté le 45 tours quand j'étais petit, donc j'aimais bien, mais pas au point de l'acheter. Mais le mec c'est un vrai rocker et il fait vraiment son truc, enfin une fois de plus, hein, il a jamais fait de compromis, enfin voilà. Un gros respect d'ailleurs, il fait un truc là où il y a un album ou une tournée, parce que à Paris en ce moment il y a des affiches dans la rue, j'ai vu, d'Axel Bauer. Petite question musique, Team Carpenter Brut ou Perturbator? Tu connais les deux, j'en suis certain. Oh oui, je connais bien les deux. Alors Perturbator, j'aime plus, non, depuis qu'il a changé de style. Voilà, il a fait son gros virage XP Intello et tout. Je sais que c'est très bien, hein, mais moi ça me parle plus du tout, quoi. Alors plus du tout. Par contre les premiers de Perturbator, c'était génial, j'adorais. Carpenter Brut à l'inverse, j'aime toujours, parce qu'il a, il évolue, mais il reste quand même dans son style, propre à lui. Et lui c'est vraiment le dernier album, j'ai vraiment trouvé, c'était absolument génial. Tu aimes les films d'horreur, mais as-tu tenté une enquête paranormale dans un lieu dit hanté? Non, ne m'intéresse absolument pas. Par contre, j'ai été victime de phénomènes paranormaux dans un lieu hanté, mais sans le vouloir. Enfin, j'avais rien tenté du tout, quoi. J'ai juste tenté de survivre, quoi. Je plaisante, mais j'ai pas mal de sales souvenirs. J'en ai déjà parlé il y a longtemps, je sais plus dans quelle vidéo, mais je plaisante pas en fait. Enfin voilà, c'est la deuxième maison dans laquelle on a emménagé avec mon père, ma belle-mère à Meudon, et où dès les premières visites, j'ai senti qu'il y avait un truc qui clochait. Et je dis ça, enfin j'étais pas passionné par la thématique, hein, c'était pas que je voyais des fantômes partout, hein. Et plus tard, d'ailleurs de longues années plus tard, même mon père m'a avoué que il en a jamais parlé, mais que alors lui il dit il y avait de mauvaises vibes, quoi, dans cette maison, très violemment, enfin on le sentait très fort dès la visite, enfin dès la première fois qu'on a mis les pieds là-bas. Et c'est durant ma vie dans cette maison, enfin je suis quand même resté là-bas quelques années, où j'ai expérimenté des phénomènes réellement incompréhensible, et bien flippant, vraiment bien flippant. Donc j'en parlerai peut-être un jour si ça amuse certaines personnes. Sachant que par contre j'avais une philosophie qui était de pas chercher la merde, et qui était que tant qu'on m'agresse pas, je ne fais rien, je ne réagis pas. Alors le problème c'est qu'au bout d'un moment tu te dis que tu as l'impression qu'on cherche à ce que tu réagisses. Donc ne pas réagir, c'est en gros dire non, toujours pas suffisant pour que je réagisse. Donc du coup il va se passer un truc un peu plus spectaculaire pour te faire réagir, enfin voilà.
C'était chaud quand même. J'ai eu quelques sales flips dans cette maison. Dans le live canon chez John Ali, personne n'a parlé du film à la fois loupé et jouissif, Le Temple d'Or avec Chuck Norris et Lou Gossett Jr. L'as-tu vu? Alors mon petit pote, non seulement je l'ai vu, mais je l'ai. Voilà. Et c'est ma carte joker en fait. Quand j'entends les gens qui parlent de films comme À la poursuite du diamant vert, ou alors Alan Quaterman, c'est des sous Indiana Jones et tout. Moi je sors Le Temple d'Or. Et écoute, comme toi, je trouve que ton résumé est absolument pertinent. C'est à la fois totalement loupé et à la fois mais jouissif de ouf. C'est du canon pur et dur. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Personne n'en a parlé. Absolument personne. Alors que c'est... Oh putain, celui-là... Mais non mais canon, on leur doit tellement. On leur doit tellement, sérieux. Te sachant grand amateur de groupe Ghost, connais-tu le groupe Green Lung? Ouais, je connais, on en avait déjà parlé, mais j'ai jamais accroché, j'avoue. C'est bien, hein, enfin j'entends que les mecs sont doués, hein, mais voilà, par contre, j'ai jamais accroché. Connais-tu le groupe Down de Phil Anselmo et l'album Nola? Bien sûr. Les 2 premiers albums solo de Down, je les ai et je les adore. Pour moi, c'est limite aussi bon que mes préférés de Pantera, quoi. C'est carrément à ce niveau-là. Que penses-tu des artistes qui vendent leur catalogue d'édition et de production au major? Ça dépend vraiment du cas, parce que t'en as qui font ça, j'allais dire, en tant que parfait businessman, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte pour se faire s'enrichir encore davantage, voilà, et ils investissent ailleurs, enfin bon, c'est tout voilà. Et il y en a, ils ont pas le choix en fait, ils sont pris à la gorge. Et j'en connais pas mal, hein, des artistes américains, ça, qui ont un peu dilapidé, etc., qui se retrouvent obligés de vendre en fait leur catalogue, et c'est super dur, ça doit être horrible. Donc voilà, donc ça je peux pas juger, enfin je comprends quoi. Je me demandais si tu avais lu des romans de vampires, et si oui, lesquels tu conseillerais. Non, j'ai lu Anne Rice, plusieurs romans d'Anne Rice, j'allais dire Anne Rule, lol, non c'est un autre domaine. Mais sinon, non, c'est pas un truc qui m'a jamais vraiment... non. Alors que bizarrement, j'ai écrit un roman sur le thème, avec un vampire, enfin dont le narrateur est un vampire, que j'ai jamais envoyé d'ailleurs. Enfin, ça fait partie des quelques romans que j'ai terminés quand j'étais beaucoup plus jeune, et où à la fin j'étais pas content, et du coup c'est jamais sorti. Ça s'appelait La Mue, je me souviens. Enfin bref, donc non. Que penses-tu de Get Carter avec Stallone? Mais j'en pense que c'était horrible. Je déteste ce film, il est chiant en plus. Ah, c'est atroce. Et j'en ai déjà parlé, mais j'étais allé le voir à sa sortie un mercredi, donc, et on était genre 3-4 dans la salle. Oh le malaise. Ça sentait pas bon, hein. On s'était regardé genre oups, et j'étais sorti tellement triste, je m'étais dit putain, c'est ça qui devient en fait. Oh là là. Et je pensais pas, tu vois, j'aurais jamais imaginé qu'il y ait des résurrections comme on a eu par la suite, quoi. Grand Stallone et tout, quoi. Là je me disais putain, mais merde, il est encore jeune et c'est déjà fini. En fait, ça va devenir de plus en plus problématique, gênant et tout. Mais Get Carter, c'est très mauvais, vraiment. Sait-on ce que voulait faire Cameron avec le scénario de Rambo 2? Bah oui, un buddy movie. Stallone a dit non. Un buddy movie avec en plus... il voulait complètement modifier le personnage de John Rambo. Donc, il voulait faire de la merde, de mon point de vue. As-tu aimé le film Showgirls de Verhoeven? Pas vraiment. J'ai trouvé que le film était bon. Je crois qu'il s'est fait un peu bâcher quand il est sorti. Mais par contre, le sujet, même la... c'est le film qui m'intéresse le moins. C'est peut-être même le seul film de Verhoeven en fait qui m'a pas intéressé en fait. Je l'ai vu, mais j'aime tellement ce réal, et ce film là, il m'a glissé dessus, quoi. Je sais pas comment dire. As-tu vu Le Jeu de la Dame, et si oui, qu'en as-tu pensé? La mini-série là, je fais partie des rares personnes qui n'ont pas aimé. Donc j'ai même pas vu jusqu'au bout. En fait, hein. C'était très propre. J'adore l'actrice en plus, mais alors vraiment, j'ai senti le style en fait, et ça m'intéresse pas. Non, j'ai pas regardé, j'avoue. Quels sont tes feel good movies des années 80? Mais il y en a beaucoup trop, je peux pas répondre à cette question. Feel good movie des années 80, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en a tous, chacun, au moins une cinquantaine. Au moins sur les années 80. Mais sérieux, on a eu que ça. Enfin, pas que ça, mais on en a eu énormément. J'ai découvert le groupe White Lies, connais-tu? Et si oui, qu'en penses-tu? Ouais, je connais, mais j'aime pas, j'avoue. Enfin, c'est très bon, hein. Mais c'est un peu trop British pop. Ça manque pas d'âme, mais ça manque de... En fait, c'est vrai que c'est étonnant par contre qu'ils soient pas plus connus, parce que pour moi, ils font des compos qui visent vraiment à être des tubes qui peuvent plaire à tout le monde. Enfin, à tout le monde. C'est très catchy, c'est très des mélodies très très
accrocheuse, mais c'est très bien fait, ils sont très doués, sincèrement. Donc moi je suis pas fan, mais c'est vrai que je suis un peu étonné, maintenant que t'en parles, je suis un peu étonné que ce groupe ne soit pas plus grand. Il aurait pu, je pense. Peut-être c'était un problème de promotion, de maison de disques, je ne sais pas. Connais-tu le livre Very Good Bowie Trip de Mishka Asayas? Pas du tout. Mais les livres sur Bowie, il y en a tellement. Je sais pas d'ailleurs si c'est un livre, un essai, une biographie, un recueil de photos, je ne sais pas, il y a tellement de trucs. As-tu déjà lu des bandes dessinées biographiques consacrées à certains chanteurs ou certains groupes? Non, jamais, parce que les bandes dessinées, pour moi, j'en ai déjà parlé, mais il y en a que j'adore, quoi. Mais c'est vraiment dans des domaines très spécifiques. J'ai parlé des Trambert et Jeannot, Margerin. Après, il y a tous les trucs. J'adore les tuniques bleues. J'adore. Il y a des BD comme ça que j'adore, mais c'est pas. Il y avait cette BD, paraît-il géniale, sur les Sex Pistols dont Dirty Tommy avait parlé il n'y a pas très longtemps. Et où je m'étais dit, tiens, je lirais peut-être bien ça. Mais bon. Voilà, après, je n'y ai plus pensé. Je réfléchis quand même que je dise pas de conneries, mais non. J'ai les bandes dessinées américaines sur Kiss, mais on peut pas dire que ça biographique. C'est vraiment des aventures complètement fantastiques. As-tu lu les mangas magnifiques de Goutte à la vie, qui sont les adaptations de Lovecraft? Non. Je les connais, je les ai feuilletés. Ça a l'air magnifique. Et d'ailleurs, autour de moi, j'ai quelques personnes qui les achètent tous, et qui me disent que c'est extraordinaire. Non, je suis pas assez fan de manga non plus. Enfin, voilà. En fait, je préfère relire Lovecraft, carrément. Ce que je fais régulièrement, d'ailleurs. Tous les 5-6 ans, je relis plein de nouvelles de Lovecraft, et souvent je finis par avoir quasiment tout relu du coup des œuvres complètes. Tellement j'adore l'ambiance et tout. Team Che Guevara ou Team Gandhi? Aucune des deux teams là. C'est vraiment ces deux personnalités qui me posent énormément de problèmes, parce que elles ont une image ultra cool, peace and love et tout, alors que c'était des individus qui ne l'étaient pas du tout. En réalité, alors surtout le Che, mais même Gandhi en réalité. Donc non, je ne soutiens, je n'admire ni ne soutiens aucun des deux. Mais alors le Che vraiment pas du tout. Team John Turturro ou John Travolta? John Travolta, j'aime beaucoup Turturro, mais Travolta, j'ai une affection pour lui. Depuis le comeback avec Pulp Fiction, on pensait tous que c'est un mec qui était fini. En fait, il est revenu, mais tellement différemment. Et depuis, je trouve que il nous en a fait des beaux navets. Mais il y a aussi, et puis c'est un acteur qui est capable du meilleur quand même si on a souvent le pire. Faut pas se mentir. Team Mars Attack ou Men in Black? Men in Black. Mars Attack, j'avais bien apprécié, mais c'est très beau visuellement. L'époque où Burton, là, à ce niveau-là, il excellait encore. Après, c'est tellement irrévérencieux, mais pour moi c'est un peu trop. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus féroce, un peu plus Starship Troopers, quoi, comme on parlait de Verhoeven tout à l'heure, un peu plus violent, un peu plus sarcastique, un peu plus méchant, quoi. Voilà. Man in Black, dans son style, c'est tellement parfait. J'adore ce film. Le premier extraordinaire. Team Francis Ford Coppola ou Team Sergio Leone? Coppola. J'adore Sergio Leone, mais je connais d'abord beaucoup moins bien. Et ensuite, c'est un genre de cinéma qui me parle un peu moins que Coppola, tout simplement. Mais bon, c'est quand même deux. Il y a du niveau, quoi. Et on passe aux questions de Rudy. À ton avis, est-ce que Prince a pris de la drogue dans sa carrière? Et si oui, à quel moment? Alors, n'ayant pas vécu avec Prince, tu dis à ton avis. À mon avis, non. Parce que, j'ai pas l'impression drogue au sens, voilà. Après, comme Michael, il a sombré dans les opiacés, les machins, les antidouleurs et les trucs, on le sait tous, voilà. Mais là, c'est très différent, puisque voilà, c'est pour lutter contre des douleurs, c'est atroce, quoi. Mais non, je pense pas. Je pas souvenir d'avoir même vu, parce que ces artistes-là, souvent, ça finit par se voir, quoi. Et Prince, j'ai pas, non, puis même c'est pas les retours que j'ai eu, non, j'ai pas l'impression. Dans les années 80, tu étais plus team cassette ou team vinyle? J'adorais les deux, puisque comme je vous ai dit, je partais au bahut le matin et je revenais avec le Walkman, et donc je mettais sur des cassettes, je faisais des compiles, donc j'utilisais énormément de cassettes. Mais à la maison, c'était vinyle total. Donc je peux pas vraiment choisir deux teams là. Mais bon, les vinyles, c'était extraordinaire. Même rien que la chaleur du son, sur une bonne platine, c'était extraordinaire. Team Ted Bundy, oula,
Team Ted Bundy ou Charles Manson? Oh bah Ted Bundy était tellement plus intelligent. Là je plaisante. Team Ted Bundy, en fait tu parles des films avec Zac Efron, ou Team série Dahmer avec Evan Peters. Bah moi j'ai tellement adoré les deux, j'aurais du mal à choisir une team, même si honnêtement la mini-série Dahmer c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu l'année dernière, c'est ça, vraiment. Tout style confondu, c'est extraordinaire. Néanmoins, je tiens à dire que j'ai adoré Ted Bundy avec Zac Efron, qui pour moi était, comment dire, c'est un des meilleurs films sur Ted Bundy. Et puis pour avoir vu d'innombrables vidéos de Ted Bundy s'exprimant, etc., etc., Zac Efron, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui t'a plu gamin lorsque tu as vu pour la première fois Goldorak, Albator et Ulysse 31? Alors Goldorak, ce qui m'a plu, c'est un milliard de choses, évidemment, hein, le robot, tout ça, enfin la puissance, tout était nouveau, c'était la première fois. Et puis Actarus aussi, qui était à la fois très solitaire et très silencieux, très secret. Tout en étant entouré, quoi, parce que bon, il y a quand même Alcor, tout ça, et puis la Procyon, la famille Duranche, enfin, mais il est quand même un peu à part, tout le temps très mélancolique. J'aimais beaucoup sa mélancolie quand il pense à Euphor et tout. Enfin, c'est un mec blessé, quoi. Et ça, j'adorais ça, je trouve ça fascinant, quoi. Un peu la même chose, je le réalise pendant que je parle chez Albator. Albator, encore plus solitaire, encore plus isolé, encore plus torturé, encore plus énigmatique, encore plus silencieux. Ce que j'adorais aussi chez Albator, vraiment, bah, le look et tout, non mais il était trop beau, quoi. C'était le fait aussi, le calme. Ça me fascinait complètement quand les adversaires essayaient de lui faire perdre son sang-froid pour qu'il fasse une erreur et tout, et lui il restait toujours hyper calme. Ah putain, c'était génial. Ah, j'adorais. Et alors Ulysse 31, moi, que je vous en ai dit, je vous en ai parlé, pardon, j'ai revu il n'y a pas très longtemps, vraiment incroyable cette série par sa qualité, quoi. J'aimais beaucoup les vaisseaux, surtout le mythe, enfin le fait que voilà, chaque épisode, je trouvais ça, les planètes, je trouve ça fascinant, complètement fascinant. Et Ulysse 31 lui-même, je trouvais qu'il me fascinait aussi parce que c'était le père un peu qu'on rêvait tous d'avoir. Enfin moi par exemple, il était attentionné tout en étant, il avait force tranquille, un truc comme ça, et franc. Je trouvais ça génial. Quelle radio a écouté le jeune Alex dans son enfance et adolescence? J'écoutais pas la radio parce que j'étais tellement passionné de musique que je rentrais chez moi et je m'écoutais mes disques, mes cassettes, mes machins. J'avais pas le temps d'aller foutre la radio pour perdre du temps parce qu'à la radio j'avais jamais ce que j'aimais, surtout quand je suis devenu fan de heavy metal. Donc j'écoutais pas la radio, ouais, vraiment. Même je sais plus qui me disait mais t'écoutais pas Zegut et tout, mais non, j'écoutais pas. Quel est ton membre préféré de Duran Duran? Vraiment sur Duran, je les aime vraiment beaucoup tous. Enfin, j'aurais du mal à en sortir un du lot. J'aimais quand j'étais gamin, j'adorais le look de John Taylor, évidemment. Mais même dans Taylor, hein, les deux Taylor là, ils défonçaient. Et sinon, Rose. En fait, non, j'aimais l'entité de ce groupe, en fait, ce qui formait. C'est pas comme certains groupes où je peux tout de suite sortir un nom. Toi, Dépêche Mode, je vais te dire Martin Gore. Dave Gahan, il m'a jamais fasciné. J'adore sa voix, hein, mais c'est pas du tout la personne que je préfère chez Dépêche Mode. C'est vraiment Martin Gore. Lui, il me fascine complètement. Quels sont tes 3 titres préférés dans chacun des albums de Justice? Alors ça va intéresser personne, ça. Vous êtes fou, monsieur. En plus, Justice, j'ai quand même été pas mal déçu au fil du temps, hein, même si bon, ça reste quand même assez bon. Mais le premier album, c'est un chef-d'œuvre. Donc toutes les parties Phantom, même Genesis, Diviano, mais tout l'album, c'est une tuerie, et même les singles qu'on suivi. Moi j'ai toujours les maxi CD, les trucs comme ça. Il y avait même ce morceau, j'ai oublié son nom, qu'ils avaient composé pour un défilé, mais qu'on trouve hein, sur internet, était en 3 parties je crois aussi, chef d'œuvre aussi. Au début c'était extraordinaire. Qu'est-ce que tu t'es dit lorsque Frank DiLeo a travaillé pour Prince et comment l'a vécu Michael à ton avis? Je pense pas que Michael l'ait très mal vécu parce que de mémoire c'était à l'époque de New Power Generation et tout, et Frank DiLeo il avait déjà bossé pour Bon Jovi, Sheryl Crow je crois aussi. Enfin c'était un gros manager de grosses méga stars, donc en fait voilà, enfin Michael il se doutait bien que une fois qu'il l'avait viré, l'autre il allait pas faire vendeur de pizza. Ouais, ok, tu me vires, bon, j'arrête d'être manager. Après, oui, Prince l'a peut-être un peu titillé, mais en même temps, il avait tellement excellé aux côtés de Michael, et Michael n'a finalement pas été, je trouve, reconnaissant tel que, voilà, pas suffisamment reconnaissant. Il a été capricieux, il s'est fait des films et tout. Il a regretté, je pense, par la suite. Mais donc,
Voilà, après je sais pas, je pense pas qu'il l'ait si mal pris en fait, puisque on a quand même des éléments qui prouvent que par la suite, quand même durant le reste de leur vie, ils se sont revus et que ça se passait très bien en fait. C'est-à-dire que avec Dilo n'a pas été rancunier et Michael, je pense, s'est assez vite rendu compte de sa connerie et du coup se comportait apparemment très bien les rares fois où ils ont été en contact. Et puis carrément à la fin de sa vie, Dilo a aidé Michael. Comment était l'ambiance dans le cinéma quand tu as vu Moonwalker pour la première fois et qu'est-ce que tu avais pensé du film à l'époque? Et ben un peu comme aujourd'hui, enfin mais dès que je l'ai découvert, j'étais très déçu. Très déçu parce que je pensais que ce serait un film incroyable et non, c'est pas un film incroyable. C'est une espèce de patchwork de clips et de séquences rigolotes pour enfants et j'étais un peu comme tout le monde en fait, hein, comme tous les médias. C'était un film léger avec des fulgurances. La séquence de Smooth Criminal, certains passages comme ça, mais sinon c'était quand même très compliqué. J'étais vraiment déçu et en plus il y avait des exploitations de morceaux que je cautionnais pas du tout. Moi je rêvais d'un clip nocturne et agressif comme Michael en faisait aussi sur Speed Demon qui était ma chanson préférée d'Album Bad et je vois le truc avec le lapin tout est léger genre les textes sont complètement dénaturés du coup. Ah putain, j'étais pas content quoi. Franchement, en plus Michael conduisait, donc en fait je voyais très bien de quoi il parlait. Enfin, il y a tout un truc, j'imaginais déjà le clip et tout, un truc Miami Vice et tout, laisse tomber. Donc voilà, donc non Moonwalker. Après, j'ai beaucoup d'affection parce qu'aujourd'hui ça me rappelle les années 80, c'est tellement années 80, mais je préfère 1000 fois par exemple Captain EO quoi. Quelle est pour toi la meilleure arrivée d'extraterrestres entre celle de Rencontre du troisième type, la soupe aux choux, E.T., V, les visiteurs et Independence Day? Alors celle qui m'a le plus touché, la meilleure je sais pas, mais la plus culte c'est peut-être celle de Rencontre du troisième type quand même, avec la mélodie et tout. Enfin alors ça arrive tard dans le film, mais c'est pas la première. Enfin. Vous voyez ce que je veux dire. Celle qui m'a le plus marqué à titre personnel, c'est de très loin E.T. parce que je trouve même avec le recul tellement génial d'avoir montré, comment dire, cette présence extraterrestre vue de personne quand ils sont dans la forêt. Puis il y en a un qui est abandonné, qui est perdu et enfin putain, c'est tellement malin et bouleversant dès le début. Dès le début, t'es bouleversé. En tout cas, intrigué, mais t'es quand même ému, je trouve. V, j'adorais. C'est un style très 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 différent. Là, c'est beaucoup plus germano, évidemment. Mais tellement kiffé cette série. Alors, je parle de la série originale, évidemment, parce qu'il y a eu le reboot, je sais pas quoi, que j'ai pas du tout aimé. J'ai regardé les premiers épisodes et j'ai pas du tout accroché. Mais la série originale V, énorme. Sur cette note, je termine et j'espère que vous allez bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.